Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Quentin. Quentin, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Salut Sydney, écoute, merci déjà pour l'invitation de ce podcast. Du coup, je m'appelle Quentin, je suis préparateur physique depuis maintenant 6 saisons. Je suis issu du cursus universitaire où j'ai passé un Master 2 en prépa physique et mentale sur l'Université de Lyon 1. Après, j'ai la double casquette en prépa physique et je suis également entraîneur de basket depuis 6 saisons également. Du coup, sur mes missions actuelles, là, je suis salarié de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket au titre de conseiller technique fédéral. Et puis ma principale mission, du coup, je coordonne le projet athlétique des 3 pôles espoirs de la région. Donc, on a un pôle espoir à Lyon où j'interviens à temps plein sur les 2 secteurs, les filles et les garçons. On a un autre pôle espoir à Voiron où je travaille en collaboration avec Mathieu Carpentier que tu as interviewé récemment. Et puis on a un 3e pôle espoir qui se situe à Vichy. Donc c'est un beau projet. C'est un beau projet sur ce projet athlétique. Et du coup, j'ai également en parallèle la préparation athlétique du club de Pont-de-Chéruy qui évolue en National 1 masculine, ce qui me permet d'avoir un équilibre entre des jeunes, un jeune public et puis un public professionnel adulte. Ok. Et tu viens de quel sport à la base ? Tu étais dans le basket ? Ouais, je viens du basket à la base. Ouais. Ok, tu jouais où ? Alors moi, je suis originaire d'Alsace, de Strasbourg. Ok. Du club du WOB à l'époque. Je fais une petite dédicace à mes anciens copains de là-haut. Non, je suis issu d'une famille de basketteurs. Mon grand-père était basketteur, mon père aussi. J'y suis arrivé assez tôt. J'ai pas joué à un niveau élevé. J'ai fait grand max de la National 3 masculine. Mais après, j'ai fait du coup un cursus STAPS où j'ai commencé en première année, 2e année de licence à Strasbourg à entraîner, à passer mes premiers diplômes d'entraîneur. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un truc qui m'intéresse et j'ai envie de creuser le sujet, quoi. Même si à l'époque, c'était pas forcément la préparation physique qui m'inspirait le plus, mais en fait, je me suis laissé guider, on va dire, au fil du temps et j'ai trouvé un petit peu ce qui me plaisait le plus et je suis bien actuellement, quoi. Et justement, c'est quoi la bascule qui t'a fait prendre de entraîneur de basket à préparateur physique ? C'était quoi ton déclic ? Il y a une vraie bascule. Il y a une vraie bascule. Alors, j'ai passé la première année de Master 1 en préparation physique à Lyon, où du coup, tu vois, le Master, il est en alternance avec une semaine de stage et une semaine de cours à la fac. Donc, c'est vraiment un peu un stage, une année en alternance. Et j'ai pas trouvé de stage dans le basket ma première année, mais j'étais au pôle espoir de handball avec un préparateur physique qui s'appelle Boris Thiebaud. Et en fait, j'ai découvert vraiment une approche nouvelle de la préparation physique que je connaissais pas, vraiment autour de la prévention des blessures et de la qualité de travail sur les postures. Et j'avais, je pense, une vision trop large un petit peu de ce qui se fait en salle de remise en forme. Et en fait, je collais préparation physique au travail de salle de remise en forme et je m'y retrouvais pas. Et quand j'ai découvert cette approche prévention des blessures et accompagnement également d'un jeune athlète de 16-17 ans dans le projet athlétique, j'ai commencé vraiment à découvrir des choses, à prendre du plaisir là-dedans. Et je me suis dit, c'est là-dedans que je veux travailler, quoi. Ok. Et donc, du coup, actuellement, tu as des jeunes de quel âge à peu près au pôle ? Alors, pour l'espoir, on a 2 catégories. On a eu 14 U15. Donc, ça te fait à peu près de 13 ans et demi jusqu'à 15 ans. On a 2 années de formation avec eux. Donc, on les entraîne tous les jours. On a la chance d'entraîner encore cette année avec la situation du Covid. On peut les entraîner même s'il n'y a pas de compétition. Mais du coup, on a 2 années de développement pleine avec eux. On les entraîne tous les jours, 1 à 2 fois par jour. D'accord. Tu as les filles et les garçons. Oui. Du coup, sur Lyon, moi, j'ai en charge les 2 secteurs. Donc, j'ai les filles et les garçons. J'ai 2 stagiaires qui travaillent avec moi, qui sont justement en cours au master de Lyon. Et du coup, après, avec Mathieu, on a un projet athlétique qui est global sur les 3 pôles espoirs, avec des grandes lignes de conduite. Et on arrive vraiment à travailler on va dire, sur la même longueur d'onde sur les 3 pôles. Et j'ai les 2 secteurs, même si évidemment, tu l'imagines, les objectifs sont pas identiques entre secteur féminin et secteur masculin. C'était du coup ma question par rapport à ce que nous a présenté Mathieu et le DLTA. Comment toi tu utilises le DLTA, par exemple chez les filles et chez les garçons ? Alors, je vais pas parler vraiment de manière très spécifique du DLTA, mais c'est juste en fait des données scientifiques qui sont issues peut-être de ce programme-là. Faut savoir que les filles, elles ont 2 ans d'avance par rapport aux garçons.
C'est-à-dire que l'âge biologique des filles n'est pas identique à l'âge biologique des garçons. Il t'a parlé du pic de croissance sur le dernier podcast. Le pic de Tu croissance l'utilises aussi? voilà, exactement. Le pic de croissance des filles en moyenne est aux alentours de 11,8 années. Ok, vraiment moyenne. Après, ça varie en fonction des individus, alors que celui des garçons, il est aux alentours de 13,8 années. Donc on a 2 ans d'écart. On a 2 ans d'écart. Et bien malheureusement, ça nous fait un casse-tête sur la structure Pôle Espoir. Parce que Pôle Espoir, on a U14, U15 sur les deux secteurs, filles et garçons, sauf qu'on a un public qui est totalement différent entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que mes filles sont bien plus matures, avancées physiquement que mon public garçon, tu vois. Ouais. Et la vraie difficulté, c'est que du coup, si on regarde à peu près les tranches d'âge, chez les garçons, en tout cas sur U14, U15, on tombe pile dans la période, en tout cas la première année, où ils ont le plus gros gain en centimètres. C'est-à-dire que là, sur mes premières années que j'ai au Pôle Espoir de Lyon, et je sais qu'à Voiron c'est pareil, j'ai quasiment 90% de mes joueurs qui sont en train de grandir au quotidien, tous les jours. Et on sait que cette période-là où ils grandissent au quotidien tous les jours, si on ne réduit pas fortement la charge de travail, eh bien, on peut vraiment accentuer le risque de blessure. Alors que, paradoxalement, le moment où je pars en Pôle Espoir, c'est le moment où je vais augmenter la charge de travail, je vais m'entraîner au Ouais. quotidien, je vais jouer en championnat de France U15 Élite, je vais faire des déplacements à Nice, à Dijon, à Paris, et alors que c'est pas du tout cohérent par rapport à ce que nous propose la science. Tu vois le truc? Ouais. Et Et à l'inverse, les filles, elles ont déjà passé ce pic de croissance. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'entraîner à haute intensité avec une charge qui est bien plus conséquente. Et du coup, on doit réguler les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on doit sans cesse ajuster les garçons, faire attention à ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Les filles, parfois, j'ai des filles qui sont tardives, c'est-à-dire qu'ils sont encore un peu dans leur pic, et celles-là, on va les réguler, mais c'est quand même bien plus rare. Et le secteur féminin peut s'entraîner à une plus grande charge que le secteur masculin. Donc, c'est un peu un casse-tête. C'est un peu un casse-tête, je t'avoue. est-ce que, du coup, pour les garçons, vu qu'ils ont, on va dire, un plus gros volume d'entraînement, vu qu'ils sont arrivés au pôle, mais que tu sais que tu peux pas leur donner une haute intensité tout le long, tu as tendance à polariser un peu leur entraînement, du coup? Du coup, on a mis en place des outils avec Mathieu pour déjà évaluer leur capacité à s'entraîner ou non. Donc, tu vois, on a l'évaluation de leur pic de croissance, savoir s'ils sont en train de grandir ou non. Donc, admettons, si j'ai un joueur que je vois qu'il est vraiment en train de grandir au quotidien, déjà, il a un code couleur qui est orange ou rouge. Donc, on le met déjà dans une certaine case en disant attention, ce joueur-là est en train de grandir, même si tout va bien a priori. Il faut faut qu'on ait un œil attentif par rapport à ce joueur-là. Et après, du coup, on a des tests fonctionnels qu'on fait à hauteur de 3 fois dans la saison pour regarder si vraiment il y a des manques au niveau de la mobilité, de la stabilité, s'il y a des grosses, on va dire, ouais, s'il y a des problèmes de souplesse, s'il y a des grosses raideurs qui apparaissent. Et du coup, en fait, on combine les deux, et je crois que tu l'avais un petit peu expliqué, mais on combine le pic de croissance avec le résultat des tests fonctionnels. Mhm. Et si on observe, admettons qu'il il est en train de grandir et qu'en plus les tests fonctionnels ne sont pas excellents, du coup, on va proposer aux entraîneurs en fait un cadre de travail où on va adapter le basket, c'est-à-dire qu'on va lui donner un pourcentage de travail dans le basket à hauteur de peut-être 50% dans la semaine, Mhm. mais les autres 50%, il va devoir travailler en préparation physique sur le côté prévention de blessures, mais on va réduire cette charge basket, quoi. Le but, c'est que c'est très souvent, malheureusement, des jeunes joueurs qui font du basket depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a une hyper spécialisation de cette activité-là Ouais. depuis plusieurs années. Et si on continue à les entraîner à cette charge-là sur les 2 années de Pôle Espoir, on va que accentuer tous les déficits qu'on observe à travers nos tests. Tu vois le truc? Donc, on leur dit 50% de basket, ok, mais les autres 50%, on va essayer de développer d'autres patterns, de travailler sur d'autres groupements musculaires qui permettront de travailler sur la prévention des blessures. Donc, si tu veux, on a toute une grille un petit peu. C'est très simple, on a 3 codes couleurs, un vert, un orange, un rouge. Mhm. Le vert, il peut s'entraîner à 100% dans la structure Pôle Espoir, dans le basket. Le orange, si je dis pas de bêtises, il a 75% dans le basket et 25% dans la préparation physique. Et le rouge, on le coupe de moitié, c'est-à-dire 50% dans le basket et 50% dans la préparation physique. On va développer autre chose pour essayer de rééquilibrer un petit peu son corps et ce qu'on observe à travers nos tests. Ok. Vous faites quoi comme test fonctionnel? Alors, on a une batterie de tests de 7 tests, faut 7? juste que je retrouve. Ok, Ouais. ouais. Oui, ou 2, 3 au moins.
Ouais, alors on a le classique qui est le overhead squat. Celui-là, on le garde tout le temps, donc on a des critères d'observation et on arrive en fait à un score à la fin. Donc, Vous faites comment votre départ pour le squat overhead? Ils ont une barre sur un rack et ils la mettent au-dessus? non, 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 on travaille avec C'est tout manche un à balai? bâton. Ouais. On fait uniquement à bâton. On donne les consignes de réalisation et j'essaye d'en donner le moins possible, tu vois, pour qu'il y ait une forme de qu'ils le fassent de manière naturelle et qu'on les induit pas en fait dans la réalisation. Donc on filme de face, de côté, sous forme dynamique avec 4 à 5 répétitions. Donc tu vois, on a l'overhead squat, on a un test de mobilité de cheville sur chevalier servant, un test de flexion d'épaule, de la souplesse passive des ischio-jambiers de la chaîne postérieure, le Thomas test, le test de CLAD pour réception de saut à un pied, 5 sauts bipodaux pieds nus et le 8 top test qu'on a mis pour la stabilité de cheville également. Ce qui nous donne en fait un visuel assez large de l'athlète et de sa capacité à se mettre en mouvement. Et du coup, on a des critères spécifiques pour chaque test qu'on a défini. On a un score de 0 ou un score de 1, ce qui nous donne une note globale à la fin. Et après, la note globale nous permet d'avoir nos couleurs vert, orange ou rouge. Tu vois. Ok, ok. Et donc chez les filles, vous faites les mêmes tests, mais Oui. donc elles peuvent s'entraîner, si je comprends bien le raisonnement, beaucoup plus en basket du coup. Bien sûr. Alors, la vraie différence chez les filles, c'est au niveau des tests fonctionnels, je te rassure, ils sont pas tous excellents, loin de là. Mais par contre, elles ont déjà passé leur pic de croissance. C'est-à-dire que c'est des jeunes filles qui sont 1,5 année ou 2 années après leur pic. Et ce qui fait que toutes les jeunes filles qui rentrent au pôle espoir, elles ont déjà un code couleur vert au niveau du pic de croissance. Mhm. Alors que la majorité de mes garçons vont être rouge, orange, et j'ai que très peu de vert chez le secteur masculin. Donc déjà de base, les filles peuvent s'entraîner à une plus grande charge de travail sur la structure pôle espoir en comparaison aux garçons. Est-ce que tu vois beaucoup de déséquilibres musculaires avec ceux que tu as actuellement? Et c'est lesquels Euh, déséquilibres que tu rencontres chez ceux que tu as? le plus grand que je vois, en tout cas, c'est sur les deux dernières saisons. Je vais prendre le secteur masculin. Mhm. Je pensais que ça allait être une raideur de la chaîne postérieure quand je suis arrivé. Et avec Mathieu, on pensait vraiment qu'on allait observer une raideur de la chaîne postérieure. Et c'est pas forcément le cas. Et c'est vraiment plus toute la chaîne antérieure qui est très très raide. Mais vraiment. Ok. C'est-à-dire que on a souvent les fléchisseurs de hanches qui sont hyper raides, les quadriceps sur tous les faisceaux qui sont hyper raides. Et, euh, et bizarrement, on a plutôt des joueurs qui sont souples de la chaîne poste. Après, ça s'explique de manière assez simple, c'est que je pense que déjà l'hyperspécialisation de l'activité basket fait qu'on arrive à une hypertrophie de toute la chaîne antérieure. Tu vois, le fait de courir vite vers l'avant, de sauter haut, on va développer vraiment une grosse force des quadris. Et par contre, ils sont faibles dans la force de la chaîne postérieure, ça c'est sûr, mais ils sont Mhm. souples. Tu vois. Ok. Mais par contre, on a une hypertrophie de la chaîne antérieure. Et puis, je pense que le fait de rester dans une position assise, bah forcément, mes fléchisseurs, ils vont se réduire. Et puis après, je vais vraiment avoir cette pathologie-là qui arrive en premier. Tu vois, on a très peu d'Osgood cette saison parce que le championnat avec 15 élites est arrêté. Mais c'est ce que j'observe en priorité, c'est une raideur de la chaîne antérieure. Et après, généralement, j'ai toute ma chaîne antérieure qui est refermée. Tu vois, je vais avoir mes épaules en avant, un peu mon menton rentré. C'est Et ce ce que qui fait j'allais qu'on te dire. favorise un petit peu plus tous les mouvements de tirage pour venir ouvrir cette chaîne antérieure, tu vois, replacer un petit peu les omoplates vers l'arrière, retrouver un alignement de la tête avec le rachis. Et c'est généralement ces pathologies-là qu'on observe, tu vois. De manière globale, après, il y en a qui sont bien différents et où les postures sont bonnes. Mais cette fermeture-là, on l'observe de manière assez récurrente. D'ailleurs, on la voit plus chez les filles, je trouve, cette fermeture. Oui, tu as raison. Donc, ouais. Ok. Donc, vous faites du renforcement là-dessus. Ouais. Euh, je voulais venir avec toi. Donc, tu as passé 1 an en Nouvelle-Zélande, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux Oui, nous en parler? ouais, avec plaisir. Hein. J'espère que tu as le temps. Non, je vais essayer Bien sûr. pas, On a de le temps, pas on a le temps. Oui, j'ai passé 1 an en Nouvelle-Zélande. Du coup, je suis parti je dis pas de bêtises, en 2018, où j'ai travaillé dans une structure qui est spécialisée dans le développement à long terme de l'athlète, entre guillemets, hein, mais plus sur le développement athlétique des enfants, des adolescents. Et après, ils avaient également un centre de formation international rugby qui était collé à cette structure-là et dans laquelle j'ai eu la chance de travailler. Donc, j'ai passé près de 10 mois là-bas. Et c'était une expérience qui était incroyable, quoi. Qui était incroyable parce que
leur philosophie de développement sur le développement athlétique des enfants est totalement différente à la nôtre. Et, euh, et je veux dire, aujourd'hui, quand on observe le résultat des Blacks sur la scène internationale, c'est juste le sommet de la pyramide, quoi. Mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait avant et comment ils arrivaient à être aussi performants depuis des décennies, quoi. Et j'ai eu quelques éléments de réponse, même s'il faudrait passer bien plus de temps pour comprendre tout le système sportif néo-zélandais, mais j'ai eu quelques éléments de réponse. Ouais. Ok. Donc tu étais plutôt avec le rugby là, tu n'étais pas avec le basket, on est d'accord? Non, pas du tout basket. J'ai stoppé totalement. Ok. Est-ce qu'ils utilisent aussi du coup, le DLTA comme principe ou est-ce Mm. qu'ils ont autre chose? Alors, le DLTA, le projet initial, il est canadien. Le projet Oui, initial est canadien. Après, il faut se dire que chaque pays un peu, même chaque pays anglo-saxon a son projet de développement sportif, tu vois. Après, ils appellent pas ça forcément DLTA. Mais la Nouvelle-Zélande a un projet de développement athlétique ou sportif, du tout petit jusqu'au tout grand. Après, le rugby prend une place importante, mais ils sont très bons dans tous les sports. C'est-à-dire que c'est déjà une population qui est hyper sportive et la majorité va faire du rugby, mais ils sont quand même très bons dans beaucoup, beaucoup de sports. Euh, ils l'utilisent et ils l'utilisent d'une manière enfin, moi je trouve incroyable. Alors j'ai eu la chance du coup de bosser dans cette structure-là qui est spécialisée là-dedans. Donc si tu veux, on avait à peu près 180 enfants de 4 ans, voire 3 ans et demi. Le premier, ouais, 4 ans, on devait avoir le plus jeune jusqu'à 17 ans, où ils venaient uniquement pour se développer physiquement. En grosse plus de leur structure. activité scolaire, ouais. En plus de leur activité scolaire et en plus de leur activité en club, tu vois. Donc déjà, tu as une volonté de la part des parents, je pense, qui vient de se dire, avant de se spécialiser, tu vas te développer physiquement, tu vas apprendre à faire plein de choses avec ton corps. Et après seulement, on verra si tu vas aller faire du rugby ou si tu vas aller faire de la natation ou de l'escalade ou je ne sais quelle activité, tu vois. Donc on avait 180 enfants dans la même structure. Et tous les enfants sont testés par rapport justement au calcul et savoir s'ils sont dans leur pic de croissance, tu vois. Ok. Donc évidemment, celui qui a 4 ans, il va faire les tests, sauf que ben, il a des années d'avoir son pic, mais on va savoir en fait à combien d'années il est avant son pic, tu Mhm. vois. Pareil pour celui de 6-7 ans qui va être par exemple sur un garçon, il va être à 6 ans avant son pic de croissance. Et pour faire très simple, il fonctionne de la manière suivante, même si c'est discuté dans la littérature. En fonction des années où je suis avant mon pic ou pendant le pic ou après le pic, il y a certaines qualités physiques à développer en priorité. Ok. Je te prends un exemple. Euh, on a une qualité physique, une première fenêtre, on appelle ça les fenêtres optimales de développement, de la vitesse, qui intervient de 6 à 8 ans. Donc, ce qui arrive à peu près chez les filles 4 à 5 ans avant le pic de croissance. Et cette qualité de vitesse, cette fenêtre optimale de développement de la vitesse, c'est uniquement sur le plan neuronal, c'est-à-dire être capacité à réagir à un signal, un peu le développement de l'agilité, tu vois, réagir à un Mhm. signal, se déplacer dans plusieurs espaces le plus rapidement possible, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Tu vois, et pendant 2 ans, du coup, s'ils identifient que, admettons, une jeune fille, elle est dans cette période-là, bah, le premier focus, ça va être développer cette qualité physique en priorité. Ok. Tu vois, et généralement, on a toujours deux qualités physiques qui s'associent. Donc, avant le pic, pour faire très simple, on a développement de la souplesse dans sa globalité, développement de la mobilité dans sa globalité, et développement de cette vitesse-là un petit peu sous forme de l'agilité et capacité à bouger dans un petit espace, prendre beaucoup d'informations et se déplacer là-dedans. Tu vois. Après, quand on arrive dans le pic, bah là, ça commence à être assez intéressant parce qu'on va pouvoir rentrer dans le développement de la force avec son poids du corps. Une fois que le poids du corps est contrôlé, on va pouvoir commencer à charger avec une barre olympique, à commencer à travailler sous les différents patterns d'haltérophilie, tu vois. Et puis au fur et à mesure, ben, je vais travailler de la force, de la puissance, un peu d'hypertrophie, commencer à rentrer dans l'endurance. Et en fait, j'ai un programme qui s'étale au niveau de mes qualités physiques de quasiment 5 ans jusqu'à mes 17 ans. C'est énorme. Et du coup, ils voient l'haltérophilie à partir de l'adolescence plutôt, ou ils voient déjà un peu plus jeune, mais ça serait plutôt sous une forme de apprendre à faire le mouvement plutôt, à déplacer une charge sans parler de charge réellement. Ouais, alors l'haltérophilie, de manière
de manière pure, on va dire, elle est travaillée avec bâton, mais très rapidement avec charge, à partir du moment en fait où le mouvement est maîtrisé, où la technique est correcte, tu vois. Donc il y a une individualisation qui est faite, mais les jeunes joueurs qui suivent ce programme-là, tu vois, qui par exemple, on développe leur mobilité pendant 3-4 ans, forcément leur squat profond sera maîtrisé peut-être à l'âge de 10-11 ans. Ce qui Ouais. fait que si leur squat profond est maîtrisé à partir de 10-11 ans et qu'ils ont une posture stable au niveau du tronc, rien ne nous empêche de lui mettre un bâton au-dessus de la tête et de travailler sous le pattern overhead squat et après d'enchaîner jusqu'à un tirage haut et finir sur l'arraché. Tu vois, juste Mhm. avec bâton. À partir du moment où le travail est maîtrisé avec bâton, ben, rien ne m'empêche de juste le faire travailler avec une barre de 10 ou 15 kilos et qui retrouve juste cette sensation de soulever quelque chose de lourd tout en gardant beaucoup, beaucoup de qualité technique. Mais c'est abordé, on va dire, l'haltérophilie est quasiment abordée à l'âge du pic, c'est-à-dire chez les filles 12-13 ans et chez les garçons 13-14 ans. D'accord. Donc Et avant, ouais. après, au fur et à mesure, une fois que la charge est maîtrisée, ben après, on va pouvoir rentrer dans un développement spécifique de la force, où là, on va commencer vraiment à charger sur les patterns qu'on aura décidé de travailler. Ok. Et donc il ne se spécialise pas avant 16 ans, quoi, en gros. Alors ça, c'est un mythe. C'est un mythe parce que, si tu veux, il y en a certains qui spécialisent pas. Après, ils jouent quand même au rugby tout le temps. Ils jouent au rugby tout le temps. Ils vont faire d'autres sports. Et la différence, c'est qu'ils ont conscience. Je pense qu'ils spécialisent. Ils se spécialisent avant, c'est sûr. Mais ils ont conscience également de l'importance du développement athlétique. C'est-à-dire qu'ils vont faire du rugby, mais ils considèrent pas ça comme la priorité. C'est-à-dire que je le fais, mais il y a également une autre priorité qui va être le développement de mon corps. Et du coup, je vais aller dans les structures comme ça pour développer plein de choses, quoi. Pour développer plein de choses. Après, les séances, elles sont extraordinaires. C'est des choses. Il y a une vraie réflexion derrière. Tu vois, il y a un développement physique, il y a un développement humain sur le développement de la motivation intrinsèque, de l'autonomie, du relationnel. Et c'est des séances, sincèrement, ça dure 1 heure, mais c'est très cadré dans le timing. On sait exactement ce qu'on travaille à chaque moment. Et c'est juste énorme à entraîner parce que tu as des jeunes joueurs qui ont tout le temps le sourire, c'est fun, c'est marrant. Il y a des moments où on s'amuse, des moments où on va vraiment être très concentré sur, admettons, apprendre la technique du squat ou apprendre la technique d'un soulevé de terre. On va être très concentré, mais juste après, on va le remettre dans une dynamique de duel, de challenge. Et ce qui fait qu'ils kiffent ça, les gamins, en fait, tu vois. Donc, ils se spécialisent. C'est faux de se dire qu'ils spécialisent uniquement à l'âge de 16-17. Ils jouent dans un sport depuis tout petit, mais ils ont conscience que le développement athlétique est super important. Ouais, là-bas, c'est le développement athlétique, la santé, savoir bouger et avoir une bonne condition physique. Et après, il y a le sport. Et ça, c'est autre chose. C'est une autre chose dans leur vie, quoi. C'est ça. Et toi, du coup, quand tu étais là-bas, tu avais un rôle spécifique, c'est-à-dire que tu avais une partie qui était spécifique à toi. Oui. Alors, tu sais, t'arrives en Nouvelle-Zélande. Du coup, j'ai mis, je pense, 2 mois à comprendre le néo-zélandais, déjà, même si je pensais que je parlais anglais, mais c'était hyper dur. Alors, tu vois, déjà que les collègues, c'est compliqué. J'ai un très bon collègue qui est un très bon ami aujourd'hui, qui est écossais. Lui, j'arrive à le comprendre. Mais le néo-zélandais, c'était chaud. Donc, les enfants, tu vois, qui font pas forcément d'efforts pour parler doucement, j'ai mis 2 mois à galérer. Donc, au départ, c'était vraiment de la découverte, tu vois. Après, moi, j'avais dit, on était 4 préparateurs physiques au sein de la structure. Donc, on avait un néo-zélandais qui était prépa en chef. On avait un Canadien, Richie, qui faisait son doctorat dans la même structure. On avait une préparatrice physique qui était néo-zélandaise et italienne. Et moi, du coup, préparateur physique français. Et si tu veux, au départ, il m'a dit, bon, ben, écoute, tu te baladeras un petit peu en fonction des différents cours qu'on peut avoir, etc. Après, je lui dis, j'ai besoin d'entraîner, quoi. J'ai besoin de prendre des groupes en main, d'essayer des choses. Et puis, en fait, très rapidement, ça s'est fait. Et puis après, je faisais partie intégrante de la structure. Donc, j'avais pas forcément de partie spécifique. J'avais pas partie spécifique, mais on fonctionnait tout le temps en paire. On était tout le temps 2 prépas physiques sur un groupe d'entraînement. Et puis après, on se divise le travail, quoi. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que je prends? Et puis c'était parti, quoi. J'ai, cette structure où tu étais, elle était liée à l'école ou c'est une structure plutôt privée à part? C'est une structure privée à part. Ok. Et il y a Après, pas. Ouais. si tu veux, c'est déjà une volonté, comme je dis, des parents, parce que c'est une structure privée, du coup, ben, tu as un coût pour pouvoir s'entraîner.
qui est pas hyper élevé. J'ai pas les tarifs en tête, mais c'était pas hyper élevé. Après, l'autre différence qu'a la Nouvelle-Zélande, c'est que le sport scolaire est totalement différent du sport scolaire français. C'est-à-dire que la majorité des profs, même tous en fait, la majorité des profs de sport néo-zélandais, ils sont quasiment préparateurs physiques, tu vois. Euh, et le développement physique à l'école est une priorité et en tout cas est fait de manière bien différente de ce qu'on peut faire en France, tu vois. Et ça, je pense que c'est en partie une explication de pourquoi les Blacks sont au sommet du rugby mondial depuis plusieurs années, quoi. Ok, donc ils font vraiment ça, c'est dans une structure privée, et donc les parents font ça vraiment à part, pour Ouais, mettre leur enfant à part. Il me ouais, semble qu'aux États-Unis, c'est pareil, ils ont des structures privées pour les jeunes, ouais. pour les développer. Nous, en France, enfin, j'ai l'impression que on se repose sur, enfin, où les parents se reposent sur l'école pour développer leur enfant. Mhm. Et bon, bah, le sport à l'école, même moi, des fois, je vais courir à la piste d'athlée, je vois les, les écoles faire le sport, c'est calamiteux. C'est calamiteux. Calamiteux, après, c'est une autre culture, tu vois. C'est-à-dire Mm. que j'ai plein de copains profs de PS et on échange énormément ensemble, mais la culture française, elle a sa propre histoire et tu peux pas adapter en fait ce qui se fait en Nouvelle-Zélande sur le territoire français. Ça, c'est juste Ah pas oui, possible. C'est la culture néo-zélandaise, c'est une culture qui est jeune, qui est vraiment pas, qui a peu d'expérience, tu vois, et ce qui fait qu'il y a une forme d'insouciance et une forme de liberté au quotidien. En France, on a un passé historique qui est fort, que ce soit sur le côté sportif ou sur simplement notre passé historique, et tu peux pas changer comme ça des choses du jour au lendemain, tu vois. Et mm. ça fait que sincèrement, je pense que notre système a de vrais points forts, a des faiblesses aussi, Oui. tout comme le système néo-zélandais a de vraies forces et de vraies faiblesses, tu vois. Donc, Mm. j'ai pas envie de jeter la pierre non plus au système de PS français, même si j'étais à la tête, j'aimerais bien changer Oui, quelques éléments. c'est compliqué, hein. J'ai un ami aussi qui est prof de PS et je vois que leur secteur est très compliqué quand même. Ouais. C'est ça. Et puis, là, je voulais pas jeter la pierre spécialement à l'école, mais plutôt à euh, remettre un peu en question les parents, je pense, ne devraient pas trop décharger leurs responsabilités à l'école. Mmh, Et en fait, c'était plutôt ça que je voulais venir. Et carrément, il faut aussi voir d'autres choses que, que l'école, carrément, parce que sinon, ça ne suffira pas. carrément. Et Parce puis, que, il y a des mythes qu'il faut vraiment qu'on casse, tu vois. C'est trop souvent, j'entends, et ça je l'ai entendu quand je suis revenu en France, oui, mais si on fait un développement de force chez des jeunes enfants avec une barre sur le dos à l'âge de 13 ans, ça va casser sa croissance. Et ça, c'est des choses qui n'ont jamais été prouvées d'un point de vue scientifique. Et à l'inverse, tu peux avoir des centaines de revues qui vont te prouver justement qu'un entraînement en force, à partir du moment où il est contrôlé, où il est encadré par des professionnels, va être bénéfique pour le développement athlétique de l'enfant et voire même prévenir des blessures, quoi. Donc, enfin même c'est sûr, c'est pas une hypothèse. Et ça, je pense en Nouvelle-Zélande, ils l'ont jamais en tête, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont voir leur enfant de 12 ans travailler d'une manière ludique avec une barre, avec un medicine ball, avec un kettlebell. Il me dit, ah, il a le sourire, il kiffe, je suis content pour lui, quoi, tu vois. Et alors qu'en France, très souvent, on peut avoir ce genre de comportement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on lui fait faire des pompes à l'âge de 10 ans? Pourquoi est-ce que il est en train de soulever une charge de 10 kilos alors que c'est même pas un dixième de son poids corporel? hum, Et ça, je pense que c'est aussi un côté éducatif qu'on doit avoir en tant que prépa pour rassurer peut-être un petit peu les parents. hum. Ouais, j'avais des entraîneurs qui étaient venus me voir quand j'avais fait une intervention avec le comité et qui me disaient ah mais on m'a dit qu'il fallait pas faire de pompe chez les jeunes et tout. Je suis Mais ça, bon. la personne qui a sorti ça à l'époque, là, elle est forte hein, quand même, parce qu'elle Eh a introduit un ouais. mythe qui est, oh, Et il qui est faut trouver cette source. C'est incroyable parce que je voudrais bien savoir d'où est-ce que c'est. Et c'était dingue parce qu'en plus je lui dis tu le vois combien de fois par semaine ton gamin? Il me dit une fois par semaine. Je fais bon s'il fait 2 pompes dans la semaine, ça devrait aller quand même, hein. Et mince, je voulais venir là-dessus. Tu as beaucoup de relations avec les parents, par exemple? Au Pôle Espoir? Hmm.
J'ai des relations avec des parents. Ouais, il y a des parents avec qui on échange de manière très, très récurrente. Après, ils ont tous, au départ, on a une grosse réunion, tu vois, où je leur présente le projet athlétique et je leur explique ce qu'on va faire durant l'année. Et généralement, ceux qui ont des questions viennent me voir, mais très souvent, c'est des parents qui ont côtoyé un petit peu le sport de haut niveau, pas très souvent, mais il y en a quand même pas mal, et sur qui, on va dire, cette thématique-là, il y a aucun souci, tu vois. Ils ont conscience de l'importance du développement physique, de l'importance du développement de l'haltérophilie chez leurs jeunes enfants, et ça passe très très bien. D'accord, donc t'as jamais eu on va dire, de soucis avec les parents sur Non, le développement? Non. Ok. non, non, Ce jamais. qui est plutôt cool, hein, parce Ouais, que carrément. il y en a qui sont plutôt réticents même à ça et qui n'y croient pas. Hmm. Donc c'est compliqué. Euh, Bah ça me va très bien. Est-ce que tu as des choses que tu veux dire ou pas, que tu as en tête? Sur la Nouvelle-Zélande, moi, il y avait, comme dit, le sport scolaire m'avait vraiment marqué, tu vois. Et il y a une autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est que la majorité du temps, ils travaillent tout le temps pieds nus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm, Et ils sont même, en fait, après, c'est la culture néo-zélandaise qui est comme ça, mais ils vont faire leurs courses pieds nus. Ils vont surfer pieds nus, évidemment, mais ils se baladent dans la rue. La majorité du temps, ils sont pieds nus. Et toutes les séances, quasiment la majorité des séances qu'on faisait dans la structure où j'étais, se font tout le temps pieds nus dès l'âge de 5-6 ans. ok. Et je pense que c'est quelque chose d'innovant, pas pour eux, mais pour nous, oui, ça l'est, et que ça développe un schéma moteur qui est bien plus stable que ce qu'on peut avoir si on travaille de la même manière à cette charge d'entraînement avec des chaussures. Et tu vois, sur le pôle espoir, sur notre projet athlétique qu'on a monté avec Mathieu, on a un premier objectif qui va être vraiment de développer les mouvements d'haltérophilie sur nos 2 années de pôle espoir. Et après, le deuxième objectif, c'est de développer vraiment un pied fort au sol. Et du coup, la majorité de nos séances, toutes les séances de musculation se font pieds nus également. Voire, j'aimerais beaucoup que parfois on fasse des échauffements dans le terrain et peut-être jouer un peu au basket, mais pas à très haute intensité, mais parfois avoir En juste échauffement, la quoi. sensation du sol, échauffement tranquille avec sa balle, peut-être tu vois en situation sans opposition, mais Ouais, être voilà. pieds nus au sol parce qu'en Nouvelle-Zélande ils le font, et ils jouent au rugby pieds nus parfois, hein. Bon, après, il y en a qui sont un petit peu extrêmes, mais parce que j'étais du coup aussi avec une équipe semi-professionnelle où j'étais deuxième prépa, et il y a des mecs qui étaient pieds nus qui jouaient contre des mecs qui étaient avec des crampons. Voilà, c'est un petit peu rude. Mais dans l'idée, en fait, pour eux, c'est quelque chose qui est naturel, et je pense que ça a des réels bénéfices sur la prépa athlétique. C'est marrant que tu parles de ça parce que je suis des fois je suis examinateur pour des BP, des PPGEPS, que ce soit APT ou j'oublie le nom, c'est AF, la musculation. Ouais. Et en début d'année, ils ont une MSP, c'est mise en situation professionnelle. Et eux, ils doivent juste remplir les critères de sécurité. Et dans les critères de sécurité, c'est chaussures plus lacets faits. Sinon, Mm. c'est zéro. Et juste, là, tu rentres complètement à l'opposé de ce qu'on fait. Mm. Et du coup, il faudrait changer la mentalité, tu penses aussi là-dessus? Bah après, c'est se poser la question, pourquoi est-ce qu'on considère ça comme un critère de sécurité? Et ouais. C'est-à-dire Mm. que là, on fait simplement appel au fait qu'un poids peut être mal rangé, qu'un poids peut tomber sur l'orteil d'un adolescent ou même d'un adulte. Ça, en Nouvelle-Zélande, ils y pensent même pas, tu vois. Et sincèrement, dans mes séances aujourd'hui, j'y pense même pas parce que je me dis c'est des choses accessoires. C'est-à-dire que mon matériel, il est rangé et il va pas tomber, quoi. Donc, je peux travailler pieds nus, et au-delà de ça, ben, quand je vais travailler pieds nus, je vais développer des choses intéressantes au niveau des sensations. Et pour moi, c'est l'essentiel, quoi. Donc, tu vois, c'est ce côté un peu sécuritaire, réfractaire français qu'on peut avoir, sans se poser la question de mais quel est mon réel objectif de développement? Est-ce que c'est la sécurité ou est-ce que c'est le développement de mon athlète que j'ai en face de moi, quoi, tu vois? Mhm. Ok. Et il y avait d'autres points que tu voulais aborder ou pas? Non, je souhaite à tout préparateur physique d'aller Ouais, passer ouais. un séjour là-bas parce que franchement, c'est cool, et puis ils ont une mentalité qui est incroyable, tu vois? Tout est ouvert, ils partagent énormément, et sincèrement, je pense qu'ils ont une vraie longueur d'avance sur ce qu'on peut faire en France, donc très belle expérience, et je le souhaite à tout le monde. Il me semble que tu avais fait un livre ou un e-book sur ton Ouais, passage, c'est ça, hein, ouais, que les gens pourront retrouver sur ton site, il me semble. oui, ouais, il y Voilà, en a encore. donc je mettrai les liens pour te joindre sur la description YouTube et sur mon site internet.
Et donc, pour ceux qui veulent plus de renseignements là-dessus, ils pourront te contacter. J'ai les petites questions de fin à te demander, à te poser. Déjà, est-ce que tu as un livre à lire ou une chaîne YouTube ou Instagram à suivre que tu conseilles? Un livre à lire. Il y en a un que j'ai bien aimé. Il s'appelle Le gène du sport de David Epstein. Je sais pas si tu le connais, Du tout. qui est vraiment intéressant et qui fait en fait, qui analyse chez un athlète ce qui peut être inné ou ce qui peut être acquis. Tu vois, Oh, est-ce qu'on arrive sur Terre avec des capacités qui sont innées, ou est-ce que justement, est-ce qu'on est sur tous, on va dire tous sur la même ligne de départ et qu'on va acquérir des compétences au fil du temps, et du coup il allait se balader un petit peu sur différentes terres de performance pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui sont uniquement innées, uniquement. C'est super intéressant. Je ne veux pas en dire plus, mais. ok, bah, pareil, je mettrai en description sur la chaîne, sur le site internet. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais écouter prochainement dans le podcast? Oh, moi j'ai une idole, et j'en ai vraiment une idole, un mec avec qui j'aimerais beaucoup prendre une bière un jour. Si tu arrives à avoir Johnny Wilkinson en podcast, ça serait cool. On est beaucoup à vouloir. Ouais. Non, après, je sais que c'est compliqué, mais ça serait un rêve, tu vois, de pouvoir vraiment échanger avec ce mec-là, parce que déjà, son bouquin j'aurais pu répondre d'ailleurs son bouquin à la question que tu m'as posée. Son bouquin m'a passionné, et de savoir comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau-là, et enfin, on le sait comment est-ce qu'il arrive, déjà, j'aimerais savoir comment il va maintenant depuis qu'il a arrêté sa saison, enfin sa carrière, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Mais c'est un mec qui me passionne, franchement. D'accord. Ok. Et un exo que tu aimes bien faire avec justement ceux que tu as à l'entraînement là au pôle? Un exo que tu aimes bien? Un exo que j'aime bien. C'est dur d'en choisir un en spécifique. Je dirais de manière plus globale, et c'est vraiment ma philosophie en tant que prépa, à partir du moment où il y a de la vie dans l'exo, tu vois, où Ouais, ça du change, fun. où il y a du fun, où ça bosse, mais en même temps, je prends du plaisir à travailler, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui me caractérise vraiment dans ma pratique. Mais que rapidement, je sois capable de switcher vers quelque chose de plus cadré, plus technique, où je vais avoir un niveau de concentration plus élevé, et d'alterner entre les deux, tu vois. Je pense que c'est un truc. Donc ça pourrait être n'importe quel exercice en lien avec l'objectif que j'ai en tête, mais où il y a de la vie dans ce qui se passe au sein de la séance, tu vois. D'accord. Ok. Bah écoute, c'est tout bon pour moi. Tu as répondu à toutes mes attentes. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Donc je mettrai en lien tous les liens pour qu'ils puissent te contacter, les gens qui veulent plus d'informations. Bah voilà, ouais, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis bah, j'espère à bientôt. Salut. À bientôt. Je te remercie. Ciao. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.